Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présent à ce virtual event organisé par Expertline sur le sujet comment une investigation poussée des cyberattaques permet une meilleure réponse face aux menaces au sein des entreprises. Donc, ce webinaire sera animé par Jérôme Seize, expert en gestion de crise cyber, et Gilles Sarkis, consultant avant-vente Sophos. Donc, au programme, il y aura bien entendu la présentation des intervenants, puis Jérôme Seize nous fera le plaisir d'expliquer les conséquences d'une cyberattaque, et Gilles Sarkis de Sophos poursuivra sur la nécessité de mettre en place des outils pour comprendre et analyser surtout une cyberattaque. Voilà. Bien entendu, tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui reste ouvert, et nos experts auront la joie de répondre à vos questions en clôture de cet event. Pour me présenter rapidement, donc Avenir Sophir, j'ai passé plus de 10 ans chez des éditeurs cyber. Et avec notre CIO, donc Mickaël Berdugo, nous avions identifié un problème majeur dans la distribution au niveau des revendeurs et des intégrateurs cyber-sécu. Et ce problème était principalement donc, le manque de maîtrise technique. Donc, nous avons décidé, début 2019, de reprendre donc Expertline. Expertline, intégrateur depuis plus de 30 ans dans le milieu de la cybersécurité, avec un ADN purement technique. Et donc, le but était d'apporter notre vision éditeur et d'étoffer le catalogue pour pouvoir être et devenir, auprès de nos clients et prospects, un réel partenaire sur l'ensemble des sujets cyber, surtout en vous accompagnant sur du long terme, grâce à des experts certifiés au plus haut niveau. Et donc, cette expertise nous permettra de répondre à vos enjeux de demain. Alors, ce qui est important, c'est que nos experts sécurité sont avant tout issus du monde de l'infrastructure. Et cette combinaison infrastructure et sécurité va nous permettre d'avoir cette vision 360 sur vos projets et d'avoir cette qualité de qualification. Et donc, ensuite, de vous proposer, de vous accompagner de façon transparente à travers des solutions à mettre en place qui correspondent à vos attentes et à vos besoins surtout. Et tout cela en s'appuyant sur nos compétences au plus haut niveau à travers du conseil, de la gestion de projet, de l'intégration, un SOC, un service managé et notre centre de support et de formation agréé. Nous pouvons vous accompagner sur les sujets d'infrastructure, de réseau, surtout les problématiques firewall, SD-WAN, les problématiques d'endpoint, poste de travail, serveur, gestion des obsolescences, sur les sujets donc cloud, mobilité et sécurisation de la data à travers des outils et des solutions de détection de fuite de données ou de chiffrement. Donc, Expertline, c'est 100 collaborateurs et compte plus de 390 clients actifs dans tous les secteurs, que ce soit du privé, du public, de la PME, de la TPE et du grand compte. Donc, bien entendu, tout cela avec une offre adaptée en fonction du nombre et de l'effectif des équipes IT et de l'organisation et des infrastructures et surtout de la projection en fonction de vos développements et de votre projet. Donc, Expertline, c'est aussi des partenariats forts, à l'image donc de notre partenaire Sophos, qui est actuellement ici, avec lequel nous avons donc un partenariat depuis à peu près 14 ans. Donc, nous avons la certification la plus élevée, donc la certification Platinum. Donc, maintenant, nous avons le plaisir d'avoir Gilles Sarkis. Je te laisse te présenter et te passe la main. Merci Aner. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gilles Sarkis. Je suis ingénieur avant-vente chez Sophos France donc, depuis 2014. Auparavant, donc, j'ai été chez différents éditeurs et aussi, encore plus avant, j'ai fait du développement dans différents domaines, y compris donc, dans la sécurité informatique. Donc aujourd'hui, Sophos, c'est une entreprise de plus de 3000 employés répartis à travers le monde. Donc, moi-même, j'appartiens au bureau France où nous sommes une quarantaine. Donc, Sophos, notre société se définit ainsi. Donc, nous sommes le premier éditeur européen de solutions de sécurité pour les entreprises. Donc, nous avons été fondés en 1985 par deux étudiants en cryptographie qui ont créé le premier antivirus. Et ensuite, la société a fait une croissance externe en rachetant différentes entreprises, tant européennes qu'américaines ou indiennes, pour compléter nos solutions, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un panel de
de solutions pour la sécurité des entreprises qui va de la protection endpoint, en passant par la gestion des mobiles, le chiffrement des données et aussi la protection réseau avec du firewall next-gen, de la gestion de Wi-Fi, du filtrage email et aussi de la gestion d'assets dans le cloud. Tout cela administré par une seule console, la console Sophos Central, et s'appuyant bien sûr sur tout ce qui est intelligence artificielle et corrélation de données. Voilà. Donc, je vais passer la main à Jérôme 16. Donc, Jérôme, merci de te présenter. Bonjour, merci. Alors, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Je m'appelle Jérôme 16, je suis le fondateur de la société Op4 Intelligence, dont la mission est d'apporter du conseil et de l'assistance aux entreprises, essentiellement lorsqu'elles sont en crise. 80% de l'activité consiste à aider les entreprises en mode pompier lorsqu'elles sont à l'arrêt parce qu'elles sont victimes d'une cyberattaque. Et pour 20%, alors on aimerait parfois que ça change un peu, mais pour 20% de l'activité seulement, apporter du conseil avant que la crise soit là, notamment pour améliorer la résilience de l'entreprise. J'ai un background qui est très transverse en matière de sécurité, qui vient du monde de la sûreté, de l'intelligence économique et de la communication. Et vous verrez que c'est un atout parce que les crises cyber ne sont pas qu'un sujet de la DSI, c'est un sujet qui est excessivement transverse et c'est ce qui le rend parfois d'ailleurs difficile à traiter. Voilà. Gilles, nous pouvons passer à la suite. Ça tombe bien, c'est moi. Donc, ce que je vais tenter d'apporter dans les 20 minutes qui viennent, c'est surtout une vision pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Ceux qui l'ont vécu, désolé, ça va peut-être vous rappeler de mauvais souvenirs, mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, tenter de vous apporter une vision de ce qu'est vraiment d'être dans la machine à laver, au cœur d'une crise cyber, avec toute l'incertitude que ça apporte. Et surtout, qu'est-ce que cette incertitude amène comme difficulté ? Il faut savoir de manière générale que quand on vit une crise, le temps passe très très vite, c'est très intense, on est à 120%, les équipes ne dorment pas, ça peut durer pendant 3 semaines, tout le monde travaille le week-end. Donc il faut ajouter à tout ce que je vais vous présenter ici, cette notion aussi d'équipe épuisée, sur tension, sous tension, pardon, avec une pression qui fait remonter aussi le pire comme le meilleur parmi les équipes. Le pire, c'est lorsqu'il y a évidemment des choses sous-jacentes, des conflits personnels, etc. Tout remonte à la surface assez vite. Et le meilleur, c'est de grands élans de solidarité qu'on a vus, même entre concurrents parfois, même entre des collaborateurs qui venaient de partir à leur retraite, qui sont revenus pour aider. Voilà, donc il y a de très belles histoires dans la crise. Mais encore une fois, je ne vous souhaite pas de le vivre parce que ça peut être très, très déstabilisant et surtout, ça dure assez longtemps. Alors, quel que soit l'expert à qui vous allez demander qu'est-ce qu'une crise, vous allez avoir autant de réponses différentes qu'il y a d'experts différents. Dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je considère que la crise, c'est avant tout de l'incertitude. Et que résoudre la crise, c'est arriver à sortir de cette incertitude. Alors évidemment, ça c'est une vision à haut niveau. Concrètement, il y a quand même des choses à faire, il faut mettre les mains dans le moteur. Mais la crise, à mon sens, naît d'abord d'une incertitude vraiment sur tous les étages. Je vais parler uniquement des attaques de type ransomware parce que, d'une part, ce sont les plus courantes aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, et puis aussi parce que ce sont, paradoxalement, peut-être les plus simples contre lesquelles on peut se défendre, et que si une entreprise n'est pas capable de se protéger contre une attaque de type ransomware, c'est pas la peine d'essayer d'aller voir plus loin. Il faut quand même faire la base d'abord, et la base, la bonne hygiène informatique et numérique, permet de se protéger très souvent contre ces attaques de type ransomware, et ensuite on peut aller mettre des solutions plus avancées. Alors, lorsque un ransomware frappe, c'est la panique, et la cause principale de cette panique, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir par où l'attaquant est entré. Parce que peut-être qu'on va vouloir essayer de boucher ces trous-là ou s'assurer que d'autres ne sont pas rentrés avant lui de la même manière. Est-ce qu'il a compromis des comptes utilisateurs ? Vous ne pouvez plus avoir confiance dans votre Active Directory très souvent, et on se rend compte que l'attaquant n'hésite pas à corrompre des comptes utilisateurs, les compromettre, parce que de toute façon, il va vouloir être administrateur du domaine, donc il lui faut ces comptes-là. Et puis, une fois qu'il est administrateur du domaine, très souvent, l'attaquant va aussi créer des comptes, il va se créer des comptes à privilèges. Parce qu'il faut bien comprendre que l'attaquant est entré d'une manière ou d'une autre, mais c'est une manière qui n'est pas toujours pérenne. S'il a volé des identifiants de VPN, ils peuvent être changés. S'il a exploité une vulnérabilité, elle peut être corrigée. Et donc, lui va essayer de s'arranger pour se ménager un accès secondaire qui soit beaucoup plus pérenne. Et donc ça passe notamment par se créer des comptes. Donc,
On n'a plus trop confiance dans son SI, on ne sait pas par où l'attaquant est entré, on n'a plus confiance dans son Active Directory, on ne sait pas quels sont les utilisateurs qui ont été compromis et quels sont les utilisateurs qui tout simplement n'existent pas réellement et ont été créés par l'attaquant. On ne sait pas si l'attaquant a laissé des cadeaux derrière lui, des pièges, que ce soit des outils d'accès à distance pour pouvoir revenir, mais peut-être aussi, alors je n'en ai pas vu jusqu'à présent, mais la menace d'une bombe logique, quelque chose qui se déclencherait si la rançon n'est pas payée et que le système d'information n'est pas nettoyé correctement, c'est une possibilité qui est évidente. Donc, il faut toujours la prendre en compte. Et ça fait partie aussi de cette incertitude. Un peu comme lorsque vous avez des opérations de déminage dans des lieux publics. Oui, c'est peut-être juste un cartable abandonné à la gare, mais on ne peut pas prendre le risque de ne pas le traiter comme si c'était un explosif. Et puis, le gros morceau, l'attaquant a-t-il exfiltré de la donnée? Parce qu'on sait que jusqu'à présent, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des questions initialement purement techniques, purement DSI. On verra qu'elles ouvrent ensuite largement sur les responsabilités du COMEX, mais c'est des questions plutôt techniques. Mais là, l'exfiltration de données, ça ouvre tout de suite la boîte de Pandore et on va voir que ça amène à des considérations qui n'ont plus rien à voir avec la technique et qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. Alors, tout ça, ça nous amène à un sujet, la perte de confiance. Donc, quand une crise cyber de type ransomware survient, l'entreprise n'a confiance ni dans son système d'information, elle n'a plus confiance dans son système d'information. Il est intéressant de voir aussi que s'il y a des PRA, des PCA qui ont été prévus, ils datent généralement, et ils sont orientés IT, panne accidentelle de l'IT. Autrement dit, dans ces PRA et ces PCA, on présuppose que des outils sont présents. On suppose qu'on va pouvoir utiliser l'email, on suppose qu'on va pouvoir utiliser le Slack, on suppose qu'on va pouvoir utiliser la téléphonie sur IP. Et tous ces outils-là n'existent plus dans une crise cyber parce qu'on considère que tout est compromis. Donc, ça complexifie aussi le déclenchement des PRA. Et puis, à côté de ça, il y a une perte de confiance de l'extérieur, il y a une perte de confiance de toute la communauté de l'entreprise. Tous les clients critiques vont, eux, se déconnecter. Des gens qui ont des interconnexions directes entre systèmes Windows, par exemple, pour faire de l'EDI, pour faire de la prise de commande, pour faire des échanges d'informations, etc. Tous vont se déconnecter, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est un principe de précaution de leur côté. Et on le voit quasi systématiquement, 9 fois sur 10, l'entreprise qui est victime d'un ransomware est complètement isolée par ses partenaires et ses fournisseurs. Ce qui rend évidemment encore plus difficile le fait de continuer à prendre des commandes. Alors on ne peut plus prendre des commandes, il faut voir aussi que les sites de production sont à l'arrêt, donc on ne peut plus non plus produire. Donc finalement, tout ça, ça nous mène à quoi? Eh bien, ça nous mène à un arrêt de la production. Donc on ne vend plus, on ne produit plus, on ne vend plus. Et ça, quand on ne produit plus et qu'on ne vend plus, c'est un sujet qui remonte directement au COMEX. Donc, il ne faut vraiment pas voir une crise cyber comme une étape purement DSI, comme peut l'être finalement une panne informatique, où on se dit, bon, ben, c'est bon, la DSI va déclencher son PRA, va remonter des serveurs, et puis hop, on n'en parle plus, on s'excuse vis-à-vis des clients. Non, c'est beaucoup plus grave, on ne produit plus, on ne peut plus vendre, on ne peut plus accepter de commandes, et en plus, on est pestiféré, c'est-à-dire que tous les grands clients exigent des choses souvent assez délirantes, pas toujours disproportionnées, mais assez délirantes, avant d'avoir confiance à nouveau. Donc, pour l'indirection, même si les crises cyber sont encore peut-être considérées comme un sujet purement technique, ce n'est pas du tout le cas. Et là, ça nous permet d'entrer directement dans les difficultés. Alors, il y a deux types de difficultés. Il y a les difficultés immédiates, celles qu'on prend en pleine face au moment où on réalise que l'essentiel de ces machines virtuelles sont en train de se faire chiffrer et qu'on les arrête un petit peu dans la panique. Et puis après, il y a celles qui arrivent plus tard, qui découlent de ces premières difficultés. Alors, première difficulté, c'est que les clients veulent savoir très rapidement lorsque ça se sait. Et puis, je vous rappelle que si vous êtes victime d'un ransomware qui fonctionne sur le modèle, le business model, on va dire, du vol de données pour mettre la pression pour payer la rançon, ça va se savoir, puisque le but de ces attaquants, ça va être de montrer qu'ils vous ont piraté, qu'ils vous ont volé de la donnée, de manière à ce que vous soyez pressurisé pour payer. Donc, ça veut dire que le nom de la société va être publié sur le blog de fuite de données de l'attaquant. Et ces blogs sont surveillés par tout le monde, des journalistes, d'autres sociétés de sécurité, etc. Donc, si vous êtes attaqué par un des groupes dont la méthode traditionnelle, c'est l'exfiltration de données, vous êtes à peu près garanti
que le nom de votre société, avec son logo, avec son historique, va être affiché par ces attaquants en disant, voilà, on a volé 50, 200, 300 gigas de données auprès de telle entreprise. Donc, ça va venir. Mais dans un premier temps, ils ne le font pas. Ça met quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines avant de le faire, tout simplement pour laisser le temps à la victime de récupérer un peu d'argent, se poser la question de payer, etc. Mais ça va se savoir. Et quand ça se sait, les clients, eux, vont poser des questions très compliquées, de type qu'est-ce que vous aviez exactement comme information me concernant dans votre système d'information. Et je ne parle pas de clients particuliers sous l'angle GDPR, hein. Évidemment, il faut aussi en parler, mais enfin le prendre en compte, mais là, je n'en parle pas. C'est juste des clients qui vont vous dire, nous, on vous a confié telles données pour analyse. Vous récupérez toutes ces données de notre part pour nous livrer ceci ou cela. Est-ce qu'il y a des données dans le lot qui nous appartiennent et qui ont fuité? Est-ce que vous avez, et là on revient au GDPR, est-ce que vous avez dans les données qui vous ont été volées des données à caractère personnel de nos collaborateurs ou de nos clients? Le problème, c'est que vous ne savez pas. Dans les premières 48, 72 heures, vous ne savez pas ce qui est sorti. C'est tout juste si vous savez que des choses sont sorties. D'ailleurs, dans les premières 24 heures, on suppose que quelque chose est sorti simplement en regardant la revendication de l'attaquant et en sachant si c'est un groupe qui pratique l'exfiltration ou pas. Mais on ne sait pas. Tant que l'investigation numérique n'est pas passée par là, on n'a aucun moyen de voir s'il y a des volumes de données qui sont sortis. Donc, les clients vont vous demander ça. Ils vont vous demander si vous avez des indicateurs à leur donner, parce qu'ils vont se dire peut-être que j'ai été compromis, peut-être que je suis allé visiter leur site web, j'ai été compromis, peut-être qu'on a une interaction Windows, j'ai été compromis. Donc, je veux des indicateurs rapidement pour me permettre de scanner mes propres systèmes, savoir si j'ai été compromis par le même groupe. Bon, ça, au début, vous ne les avez pas. C'est de l'incertitude totale. Et puis, est-ce qu'il y a des données métiers critiques qui ont été sorties? On l'a vu. Et des questions. Alors là, vous allez avoir tout type de questions. On a vu celui de la question sur le site web. J'ai utilisé le site web, j'ai visité votre site web à tel moment. Est-ce que je suis vulnérable, mais on peut parler aussi des outils d'échange électronique de documents. Voilà, j'ai échangé depuis une semaine, je vous envoie des flux EDI. Est-ce que les flux EDI sont concernés? Voilà, vous allez avoir tout un tas de questions comme ça, et puis vous n'avez finalement pas de réponse à leur donner. Après, il y a les salariés. Les salariés, lorsque ça se sait en interne, vont aussi vouloir savoir si les données leur appartenant est sorti. J'ai eu le cas d'une victime dont notamment le livret de famille d'un administrateur système a été exfiltré. Le livret de famille, les photos de famille, etc., qui étaient sur son poste, ça avait peut-être rien à faire sur son poste, mais en tout cas, ça a été exfiltré. Ils veulent savoir, les salariés vont vouloir savoir aussi si leurs données de bancaires sont sorties. Des numéros de compte, des choses comme ça, pour faire de l'usurpation d'identité. Et toutes ces questions-là, on ne sait pas. La question qu'on pose souvent, c'est le salarié va se dire, mais moi j'étais en télétravail, j'ai utilisé mon ordinateur professionnel à la maison. Évidemment, je l'ai utilisé sur le réseau Wi-Fi de la maison. Est-ce que ça veut dire que j'ai mis à risque tous les PC de la maison, le PC Steam, avec le compte Steam de mon adolescent parce qu'il fait du jeu vidéo, le PC professionnel de ma femme? Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai été compromis, ou que la société a été compromis, que j'ai branché mon PC portable à la maison, en même temps que ma femme faisait du télétravail, est-ce qu'on doit alerter l'entreprise de ma femme que peut-être un de leurs PC a été compromis? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas stupides, qui ne sont pas inutiles, mais pour lesquelles on n'a aucune réponse au tout début. À titre d'exemple, donc il ne faut pas ignorer non plus la pression que cela met sur les salariés. À titre d'exemple, dans un client que j'ai accompagné qui compte environ 10 000 collaborateurs à travers le monde, ce client a décidé de mettre rapidement une hotline téléphonique, un numéro vert de soutien psychologique pour les salariés. Ils ont eu 1500 appels la première semaine. C'est-à-dire que la première semaine, 1500 personnes se sentaient suffisamment oppressées pour appeler un numéro vert de soutien psychologique parce que l'entreprise avait été victime d'un ransomware et que des données avaient peut-être probablement fuité. Et puis après, évidemment, le troisième pôle finalement d'intérêt qui va s'agiter, c'est toute la communauté extérieure, donc tous les marchés par exemple, et puis les autorités qui vont vous demander assez rapidement est-ce que vous avez déposé plainte, est-ce que vous allez payer la rançon ou pas. Vous avez l'ANSSI qui peut être intéressé en disant nous on aimerait bien récupérer des éléments là-dessus. C'est pas eux qui vont venir faire l'investigation, c'est pas eux qui vont faire la réponse à l'incident, mais en revanche ils veulent bien les données. Les données de l'attaquant, tout ce qui est indicateur de compromission. Et donc ça aussi, il va falloir le gérer.
Et là, vous voyez, on est uniquement dans les problématiques immédiates, c'est-à-dire le truc qui arrive dans les 24 à 72 heures. Pour la CNIL, 72 heures, ça doit vous parler, c'est le délai maximal pour faire une déclaration à la CNIL en cas de suspicion de perte de données à caractère personnel. Sauf que vous n'avez rien à leur dire. Dans les premières 72 heures, les 3/4 du temps, vous n'aurez rien à leur dire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire une pré-déclaration de la CNIL, dire peut-être, on nous a peut-être volé de la donnée personnelle, on suspecte que pour telle et telle raison, et puis revenir ensuite la mettre à jour. Donc tout ça, ça occupe bien déjà les premières heures et les premiers jours de la réponse à incident, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que ça va prendre au moins 10 à 15 jours, plutôt 3 semaines, parfois 1 mois, et en termes d'arrêt total de production. Donc là, on parle, et je prends l'exemple de clients, évidemment, que j'accompagne régulièrement, on parle d'usines de production à l'arrêt pendant 10 jours. La première semaine, en tout cas, il est évident que la première semaine, il ne se passera rien. Donc la première semaine, vous allez devoir vous poser des questions du type « J'ai 3000 salariés, on est vendredi, on est dimanche, j'ai 3000 salariés qui doivent venir se présenter au bureau lundi, qu'est-ce que je leur dis ?» Est-ce que je leur dis de venir travailler lundi, sachant que tout est à l'arrêt, il ne se passe rien? Et puis surtout, comment je leur dis? Est-ce que j'ai les moyens de prévenir mes salariés alors que je n'ai moi-même plus de système d'information, que tout est à l'arrêt? C'est des questions qui vaut mieux se poser à l'avance. Mais en tout cas, lorsqu'on y est confronté, ça augmente aussi le niveau de stress parce que des personnes qui arrivent au bureau le matin, il faut leur dire absolument non, non, surtout ne branchez rien, tout est à l'arrêt, rentrez chez vous, etc. Ça perturbe aussi l'activité. Et ensuite, donc, il y a les problématiques qui viennent dans un second temps. Et ces problématiques qui viennent dans un second temps, elles sont pas moins critiques et encombrantes que les précédentes. Alors, il y a toute la partie d'investigation numérique. L'investigation numérique, ça veut dire que vous avez un CERT, vous avez une équipe technique d'experts qui viennent et qui vont tenter de remonter la piste, tirer le fil de la pelote, pour savoir par où est entré l'attaquant et qu'est-ce qu'il a fait. Je travaille avec l'équipe du CERT intrinsèque, par exemple. Généralement, alors on fait beaucoup aujourd'hui de réponses à incidents à distance, mais parfois ce n'est pas possible, on se déplace. Ça veut dire que vous avez entre 3 et 6, 8 personnes qui débarquent dans vos bureaux avec des caisses de matériel qui s'installent. Évidemment, on se met en protection nous-mêmes, donc on recrée notre petit réseau isolé. Et puis, on pose énormément de questions. Ça veut dire que vous êtes dans un contexte où la DSI va être déjà totalement monopolisée par des questions de l'équipe forensique. Est-ce que on a besoin que vous passiez tel binaire sur telle machine ou l'ensemble des machines? Ça veut dire que quand les VM sont éteintes, quand on n'a plus accès au data center par le VPN parce qu'il est coupé aussi, il faut se déplacer, il faut changer les cartes réseau pour aller faire tourner un binaire qui va récupérer des traces. Il nous faut aussi faire tourner ce binaire sur l'Active Directory. Puis il faut faire une extraction du NTDS de l'Active Directory qui va nous donner une vision beaucoup plus claire de ce qui s'est passé sur l'Active Directory, qui est quand même la cible première des attaquants. Bon, ça, il faut aller rallumer l'Active Directory, il faut s'assurer qu'en le réallumant, il n'y a rien qui réinfecte par ailleurs. Donc c'est beaucoup de manipulations comme ça. On demande aussi beaucoup des logs, c'est l'une des sources principales de l'analyse forensique, c'est les logs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de fournir rapidement, en quelques heures, 90 jours de logs par feu et VPN? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que quand on intervient, c'est rarement le cas. On se rend compte que même souvent, quand la gestion des logs était externalisée, les clients payaient pour une rétention spécifique et se rendent compte qu'ils ne l'avaient pas le jour où ils en ont besoin. Il m'est arrivé d'avoir des prestataires qui reconnaissent au final ne pouvoir livrer que quelques minutes de log. Je ne parle même pas d'heures, je parle de minutes de log. Autant vous dire qu'en quelques minutes de log, on ne fait rien. Et récemment, j'ai eu le cas d'un prestataire qui, lui, ne loguait strictement rien. Autrement dit, on n'avait que ce qui pouvait être en mémoire du pare-feu à un moment donné, mais voilà, tout le reste était parti. Une autre question intéressante qui est posée, question piège, c'est qui avait l'IP temps à telle heure, tel jour. Si on n'a pas de bon log de proxy, ça va être compliqué aussi à dire. S'il n'y avait que ça serait déjà compliqué. Mais il n'y a pas que ça. En parallèle, il faut se poser la question de redémarrer. On ne peut pas se permettre de laisser 15 jours d'investigation numérique sans rien faire, sans toucher aux preuves, et puis ensuite commencer à redémarrer. Ça serait génial, super confortable pour les investigateurs, mais en termes de business, malheureusement, ce n'est pas possible. Et donc, on se retrouve dans une situation où, finalement, c'est comme si on était sur une scène de crime.
dans un commerce, par exemple, et que le commerçant dise à la police « Bon, ben, vous avez 20 minutes, et moi, au bout de 20 minutes, je passe la javel et j'ouvre à nouveau. Hein. » Bon, ce n'est pas possible non plus. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et ça, c'est un travail compliqué de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire redémarrer en premier? De quoi a-t-on besoin comme support, finalement, comme infrastructure de support, pour ensuite, petit à petit, dans un séquençage qui va être à définir, redémarrer des choses. Et puis, quand on redémarre des choses, comment on redémarre? Est-ce qu'on récupère des VM entières? Oui, mais si on récupère des VM entières, qu'est-ce qui nous dit qu'elles ne sont pas compromises, corrompues? Donc, c'est qu'il faut que l'investigation ait avancé suffisamment vite pour qu'on ait au moins une date de première intrusion. Parce que quand le ransomware se déclenche, c'est la fin de l'attaque, en fait. Le début de l'attaque, il était invisible. L'attaquant est arrivé quelques jours ou quelques semaines avant. Donc, quelle est la date exacte où, si on récupère des sauvegardes, on est sûr qu'elles sont saines? Et puis, est-ce que vraiment on veut récupérer des systèmes complets, des VM complets Windows? Parce que si on est obligé de de récupérer des choses après la date de première compromission, il y a un risque que ces machines soient compromises. Donc, comment on lève le doute? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement récupérer uniquement les données? Voilà. Et on se retrouve à faire des modèles très complexes avec des chart flows, des feuilles de décision, des arbres de décision pour se dire, bah, OK, pour que les équipes, et surtout quand il y a des équipes dans le monde entier, c'est plus compliqué, que les équipes aient une vision claire de, OK, comment je peux récupérer des choses, comment je ne mets pas en risque la reconstruction. Tout ça passe évidemment aussi par la création d'une bulle de confiance avec des VLAN, de nouveaux VLAN, tout neufs, dans lequel on met un pare-feu en cœur de réseau qui filtre la sortie du VLAN avec du deny all. Et petit à petit, quand on commence à remonter des choses de confiance dans ces VLAN, on rouvre uniquement les flux autorisés. Vous imaginez que c'est excessivement complexe, chronophage, et que là aussi, si la DSI n'avait que ça à faire, elle serait déjà bien occupée, mais en parallèle, il faut aussi qu'elle gère l'investigation numérique. Et puis, il y a l'aspect juridique. L'aspect juridique, ça va être savoir si on a des responsabilités particulières, rechercher notre propre responsabilité pour essayer en tout cas d'apporter des éléments pour dire bah, c'est pas tout à fait notre faute, voilà. Ça va être de gérer l'assureur, ça va être de gérer les autorités quand elles vont demander des traces, ça va être de gérer aussi les engagements qu'on a pu prendre, le contractuel qu'on a pu prendre avec des clients critiques. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte que les entreprises ont signé certains engagements avec des clients critiques en s'engageant à protéger telle et telle donnée ou en s'engageant à telle et telle bonne pratique et que ces clients-là, lorsqu'ils vont voir que leurs données seront mises à la disposition de tout le monde sur le dark web, ne vont pas être contents. Donc, en amont, pour préparer les ennuis qui vont arriver, on commence à regarder si on a du contractuel, si on avait des engagements et si on est en brèche de ces engagements-là par rapport à d'éventuelles données qui vont sortir. Mais encore une fois, on est dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va sortir. Après, deuxième lot de problématiques, il y a toute la communication avec les clients. Alors, on l'a un peu vu jusqu'à présent, mais cette communication avec les clients, elle est importante. Les clients vont demander quand ils vont pouvoir avoir confiance. On n'en sait rien, on ne sait pas, on n'a pas trop d'échéance sur quand on va pouvoir redémarrer. Les clients vont demander exactement, on l'a vu, les données qui les concernent, qui ont pu être fuitées, ou en tout cas qui étaient détenues. Et je peux vous garantir que quand un client, et raison de plus quand 10 ou 20 clients demandent un extract de tout ce que vous avez sur nous, vous aviez en tout cas sur nous qui nous appartenait à la date de l'intrusion, ça prend du temps. Il faut des outils spéciaux. On va déployer des outils spéciaux qui permettent d'aller indexer, faire des recherches rapidement, etc. Ensuite, il y a la communication. Alors, on en a un peu parlé de la communication de part et d'autre, mais c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire qu'il faut lancer une communication vis-à-vis des clients, il faut lancer une communication vis-à-vis de la presse, et il faut lancer une communication vis-à-vis de l'interne, des salariés. Tout ça, ce n'est pas des communications différentes. Tout ça doit s'appuyer sur un corpus de données, d'informations qui sont justes, qui sont transparentes, mais pas trop. On n'est pas non plus là pour être plus royaliste que le roi et tout livrer, mais en tout cas, ça doit s'appuyer sur des informations qui sont justes, pas de contresens technique, sans s'avancer sur des choses que l'on anticipe mais qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a rien de pire que d'ajouter à la crise une deuxième crise de communication. Et donc, il faut coordonner finalement tous ces aspects à la fois techniques et de communication en un seul élan finalement de communication avec des canaux différents en fonction que l'on s'adresse aux salariés ou au marché ou au public. Et donc là, effectivement, la DSI est peut-être un peu moins sollicitée, mais elle a quand même besoin d'être présente dans la boucle parce que
Ça veut dire qu'on va demander des validations techniques sur la com, mais ça occupe aussi tout le reste de l'entreprise. Il y a ensuite les partenaires sociaux. Alors, ça dépend du climat social de l'entreprise au moment où l'attaque a eu lieu, mais en tout cas, les partenaires sociaux vont pouvoir soit soutenir l'entreprise dans ce moment difficile, soit être des boulets. On a vu des partenaires sociaux qui refusaient des mobilisations un peu exceptionnelles des salariés qui pourtant étaient plutôt partis pour, mais qui refusaient parce que ça n'entre pas dans le cadre des conventions collectives. D'autres qui refusaient que les jours d'arrêt, parce qu'on ne peut plus travailler, soient des jours de RTT. Quand l'employeur demande si les salariés veulent bien, à titre évidemment purement volontaire, poser des RTT le temps d'y voir un peu plus clair dans la crise, on a pu voir des partenaires sociaux qui disaient hors de question, on veut du chômage technique. Et on ne va pas cramer des RTT pour ça. Donc, il y a aussi un aspect un peu touchy, qui est évidemment du ressort de la direction, de négociation avec les partenaires sociaux. J'ai pas touché la partie, j'ai pas abordé la partie paiement de la rançon, mais là aussi, il y a des choses assez critiques sur le paiement de la rançon. Il y a une vision concernant la rançon, il y a une vision éthique, une vision légale et une vision de communication. Et il faut pouvoir traiter les trois de la même manière. La vision légale, la première, c'est que vous avez, en termes de paiement de rançon, les États-Unis, si on a des activités aux États-Unis, le gouvernement américain a présenté une liste qu'il considère comme étant des groupes terroristes et certains des groupes de cyberattaques, des cyberattaquants sont sur cette liste. Autrement dit, en payant une rançon à quelqu'un qui est dans cette liste-là, l'entreprise est considérée par le gouvernement américain comme finançant le terrorisme. Autant dire que quand vous avez des activités aux États-Unis, être considéré comme un financier du terrorisme, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il y a un aspect business aussi, c'est que même si vous n'avez aucune activité aux États-Unis, mais que dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, vous êtes en compétition, en concurrence avec un acteur américain à l'autre bout du monde pour un appel d'offres, je suis à peu près certain, je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas vu pour l'instant, mais je suis à peu près certain que le gouvernement américain n'hésitera pas à sortir cette affaire-là pour vous déstabiliser et favoriser le concurrent américain. Il y a ensuite un aspect d'éthique. On sait que les liens entre les groupes terroristes, les groupes de crimes organisés traditionnels et les liens de cybercriminels sont poreux. Et ça veut dire qu'en payant une rançon, vous ne pouvez pas garantir que vous ne financez pas autre chose que du cyber et que vous financiez, par exemple, de la traite d'êtres humains, du terrorisme ou du trafic d'armes. En termes d'éthique, pour certains grands groupes qui ont une direction de l'éthique, ça peut poser des difficultés. Ça peut être difficile à justifier. Et puis, il y a un problème de communication. Quand vous payez une rançon, vous disparaissez du bloc des attaquants. Et en disparaissant du bloc des attaquants, vous signalez à tout le monde que vous avez payé une rançon. Déjà, d'un point de vue d'autres attaques à venir, c'est pas super, parce que ça veut dire que vous êtes un bon client, vous êtes quelqu'un qui a payé une fois, donc qui peut payer une deuxième fois. Donc, ça peut ajouter un peu d'intérêt et de pression sur vous pour l'avenir. Et puis, en termes de communication, si on se réfère à ce qu'on vient de voir à l'instant, qui est que, donc, en payant une rançon, vous financez peut-être du terrorisme, de la traite d'êtres humains ou des trafics d'armes ou de drogue. Peut-être qu'un concurrent mal intentionné va pouvoir, à travers, évidemment, un réseau de comptes anonymes et de relais sur Twitter, venir vous interpeller là-dessus, en montant une campagne, en disant, voilà, telle société, ça ne vous dérange pas de financer ceci ou cela, en montant, évidemment, des photos absolument horribles des conséquences de la traite d'êtres humains, par exemple. Et ça, en termes de communication, c'est plutôt catastrophique. Bref, pour répondre à tout ça, ce qu'il faut, c'est de la donnée. Il faut pouvoir savoir. On l'a vu, jusqu'à présent, tout ce dont j'ai parlé, c'est finalement uniquement des gens, des partenaires, des clients, des marchés, etc., qui posent des questions et qui veulent des réponses. Et toute la difficulté, c'est que vous n'avez aucune réponse au début d'une crise. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'investigation numérique, du forensique, de venir apporter des réponses. Donc, et là aussi, ça n'engage que moi, et c'est dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais pour moi, sortir de la crise, c'est avant tout lever l'incertitude. C'est-à-dire pouvoir dire, OK, on n'a pas plus confiance dans la totalité du SI. On sait que telle partie du SI a été compromis, mais telle partie ne l'a pas été, donc on peut s'appuyer sur telle partie pour remonter. OK, on sait qui nous a ciblés, on sait quel code malveillant a été utilisé, on a des signatures, on a de ci, on a de ça, on sait par où il est entré, on sait ce qu'il faut corriger. Et ça, donc ça peut venir après l'attaque, pendant la phase de réponse à incident, mais c'est mieux si ça vient avant.
Et pour que ça vienne avant, il y a des outils pour ça. Il y a des EDR notamment. Un EDR, ça s'installe sur un poste. Ça récupère beaucoup de choses sur l'activité de ce poste de travail. Ça permet d'historiser l'activité et donc les menaces. Ça peut être managé, l'EDR. Évidemment, il ne s'agit pas non plus de déployer ça et de ne rien voir. J'ai connu des clients qui, après avoir été compromis, donc pendant la phase de réponse à incident, on s'est rendu compte que leur console antivirus pleurait seule dans la nuit parce que des antivirus sur des postes étaient désactivés de manière assez régulière depuis plusieurs jours. Personne ne s'en était rendu compte. Donc, il faut pouvoir préparer de la visibilité, notamment via de l'EDR, historiser tout ça, intégrer tout ça dans des analyses, et tout ça, évidemment, ça peut être mieux fait dehors qu'en interne pour ceux qui n'ont pas la ressource, mais en tout cas, le jour où l'incident frappe, on va pouvoir gagner un temps incroyable en s'appuyant sur ces données historiques pour très rapidement et très facilement apporter des réponses à tous ces gens qui viennent poser des questions en pleine réponse à incident. Alors, on sait que ce n'est pas le moment. Voilà, j'en ai terminé. On peut prendre quelques questions dans le chat. Et puis, surtout, je laisse la parole à Gilles, qui va apporter la vision Sophos et la vision plus détaillée du contenu des attaques, finalement. Merci, Jérôme. Donc, justement, tu parlais de cette collecte des informations, des données qui doit être faite avant, bien sûr, et qui va justement servir à faire toutes ces recherches. Et donc, c'est le but de ma présentation. Donc, alors tout d'abord, tout ce que tu décris, donc si on regarde la diapo suivante, c'est quelque chose qui est une réalité. Hein. Donc, Thomson Bourne donc, est un organisme qui a fait une enquête courant 2020 sur plus de 5000 entreprises dans différents pays, des entreprises de toute taille, et il ressort que plus de 51% donc, des entreprises ont connu une attaque de ransomware donc l'année dernière. Et ça, c'est je dirais ceux qui ont bien voulu effectivement communiquer cette information, et on les remercie. Et quand on regarde au niveau des incidents de sécurité dans le cloud, donc c'est plus de 70% des entreprises donc, qui utilisent le cloud qui ont connu ce type d'incident. Donc en fait, on est effectivement face à une réalité qui est très présente et qui du coup fait que les problèmes décrits par Jérôme et donc la réaction qu'on doit avoir, c'est quelque chose auquel on doit penser à l'avance comme un PRA. Donc si on regarde la diapo suivante, en fait, on va comprendre pourquoi justement ces attaques sont pernicieuses et pourquoi il est important de collecter des données le plus en amont possible pour être capable, d'une part, de les détecter et aussi d'y répondre. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que les pirates, ils ont souvent une longueur d'avance, puisqu'en fait, comme on dit toujours, c'est pas nous qui choisissons notre ennemi, mais c'est notre ennemi qui nous choisit. Donc, en fait, les pirates, dans une première phase, vont choisir des entreprises qui leur paraissent intéressantes au niveau des informations qu'ils vont pouvoir voler ou du prix de la rançon qu'ils vont pouvoir tirer, et aussi des entreprises qui présentent des vulnérabilités. Donc, ça peut être des vulnérabilités au niveau des OS, des applications utilisées, mais aussi de la façon de fonctionner et peut-être même, je dirais, du fonctionnement social de l'entreprise. Donc, ça, c'est la phase de reconnaissance. Ensuite, le pirate, une fois qu'il a trouvé, on va dire, les failles, il va créer ses armes, c'est-à-dire il va créer en fait des codes d'exécution qui vont pouvoir utiliser les failles qu'il aura détectées. Et ensuite, eh bien, il va distribuer cette attaque. Alors, ça peut être de différentes manières. Ça peut être à travers un email envoyé bien ciblé à quelques personnes avec une pièce attachée, avec un libellé intéressant. Voilà, vous avez gagné tel prix. N'hésitez pas à installer ce logiciel qui va vous permettre d'améliorer, par exemple, vos progrès en cuisine ou en maquette. Je ne sais pas. Ça peut être un lien dans un mail, pareil. Ça peut être un coup de téléphone d'une personne qui va se faire passer pour un supérieur ou pour un responsable IT et qui va demander d'aller se connecter sur tel site, etc. Ça peut être une clé USB qu'on laisse traîner dans le parking. En fait, l'imagination est énorme. Hein. On le voit avec notamment ce qu'on appelle l'arnaque au président, où il suffit d'appeler un assistant ou une assistante, de se faire passer pour un responsable et de demander d'urgence de faire un transfert de fonds. Ça, c'est vu dans une grosse entreprise française et ça se répète assez souvent. Alors, une fois que l'attaque a été, on va dire, enfin, plutôt que le vecteur de l'attaque a été distribué, eh bien, il va être exécuté, soit parce que l'utilisateur va cliquer, soit parce que il aura installé la clé USB. Et donc là, il y a l'exploitation de la faille par
la première partie du malware. Et ensuite, eh bien, le but de ce malware, ça va être d'installer de manière pérenne sur cette machine une tête de pont pour pouvoir permettre au pirate donc, qui est à distance, donc il va y avoir la communication vers un serveur de commande et de contrôle sur lequel les pirates se trouvent. Et là, en fait, le pirate va pouvoir exploiter à distance, comme quand on prend la main sur une machine, et il va pouvoir donc faire exécuter des choses sur cette machine, donc notamment faire de l'élévation de privilèges, et puis ensuite, eh bien, réaliser le ou les buts qu'il s'est donné. Ça peut être vol d'informations, ça peut être distribution d'un ransomware, ça peut être se servir de cette machine comme vecteur pour attaquer d'autres machines, etc., vol de mots de passe. Donc, on voit qu'effectivement, on a donc tout un déroulement de l'attaque et toute une partie de l'attaque sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose, les parties en bleu foncé à gauche, parce que là, effectivement, c'est la partie qui se passe chez le pirate. Les seules choses que l'on peut faire, c'est éviter de divulguer trop d'informations, on va dire, qui pourraient être compromettantes ou qui pourraient montrer des vulnérabilités. Mais après, dans tout ce qui est la phase de delivery, exploitation, installation, là, effectivement, si on a un système donc, de collecte de logs, eh bien, ça va être très utile, et on va le voir, pour pouvoir, d'une part, lutter contre cette menace, mais aussi pour pouvoir éviter que cette menace se compromette l'entièreté du système d'information. Du coup, la question que l'on se pose, qui est au départ, comment pouvons-nous bloquer la menace? Ça, effectivement, c'est la base, c'est avoir une bonne solution anti-malware avec des bonnes technologies, et notamment du comportemental, de la détection de vulnérabilité et des modules d'intelligence artificielle pour réagir rapidement. Mais surtout, c'est aussi de pouvoir collecter des données pour éviter d'être aveugle sur certaines parties. Et donc, du coup, la question, c'est pas seulement qu'est-ce que nous pouvons bloquer, mais surtout ce qui risque de nous échapper comme information et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et donc, c'est ce que l'on va voir, c'est ce dont a parlé Jérôme, c'est l'EDR. Donc, l'EDR, EDR, c'est quelque chose qui était défini par les analystes du marché de l'informatique, tels que Gartner ou l'IDC, c'est Endpoint Detection and Response. Le principe, c'est donc, comme son nom l'indique, de la détection sur les terminaux au sens station ou serveur, de la détection d'incidents et de la réponse à ces incidents. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EDR si on détaille un petit peu? Eh bien, donc, c'est une technologie donc, orientée poste de travail et serveur qui va permettre au niveau de l'équipe de sécurité un processus. Et ce processus, ça nécessite bien sûr qu'il y ait donc une personne au moins dans l'équipe de sécurité qui va utiliser cette EDR pour faire de l'analyse détaillée des attaques qui se sont déjà passées pour voir s'il n'y a pas des choses qui restent. Ça va être aussi de l'analyse pour détecter s'il n'y a pas des événements et des incidents qui n'auraient pas pu être traités de façon automatique par l'anti-malware, mais qu'il faut traiter. Ça va être de la recherche de menaces, donc là, cette fois-ci, un peu de proactivité. Et enfin, bien sûr, de la réponse à ces incidents avec donc, un outil puissant. Donc, si on regarde un petit peu avec une analogie, donc un anti-malware et une solution de sécurité d'une manière générale, c'est quelque chose qui travaille de façon automatique et qui a des critères pour déterminer face à un fichier, face à un comportement, si ce comportement, ce fichier est sain, dans ce cas-là, on laisse passer, ou s'il est malicieux, dans ce cas-là, on bloque et on étoile. Ça, c'est un monde binaire, mais en fait, on s'aperçoit qu'avec ces attaques complexes, il y a de plus en plus ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire en fait des incidents qui ne sont pas suffisamment forts pour que l'anti-malware réagisse, mais par contre, qui sont quand même présents et qui vont justement remonter dans l'EDR. Et donc, l'EDR est là pour justement travailler sur cette zone grise et pouvoir présenter les choses de façon précise à un administrateur pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions et aussi avoir les meilleures informations. Donc, ce que fait, alors nous, Sophos, bien sûr, nous avons une solution EDR qui s'appelle donc Interceptix Advanced with EDR, donc qui s'appuie sur notre module Interceptix, donc de protection complète next-gen des postes et des serveurs, mais qui va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, il va, donc avec toute la collecte de données qui aura été faite en amont et qui est faite
en permanence sur plus de 30 jours, il va être capable d'identifier des incidents et les prioriser. Parce que c'est surtout ça qui est important, c'est que l'administrateur ne soit pas en face, je dirais, d'un tas de foin dans lequel il doit chercher une aiguille, mais qu'en fait, on lui présente les points qui sont plus suspects et que l'on a en fait détectés grâce à un moteur d'intelligence artificielle et de la corrélation. Et donc ensuite, eh bien, il va pouvoir cliquer sur ces lignes qui lui sont présentées. Donc par exemple, là, on a le cas d'un fichier dropper.exe qui est considéré comme une menace potentielle. Il va pouvoir visualiser comment ce fichier dropper.exe est arrivé, et ça, c'est grâce aux données qui sont collectées. Et donc là, il va voir la chaîne d'attaque, parce qu'en fait, ce dropper.exe vient d'un reliquat d'une attaque qui a été, elle, pour le coup, bloquée et nettoyée, mais il reste ce fichier dropper.exe. Donc là, on voit d'où ça vient. Donc là, effectivement, ça augmente la suspicion sur ce fichier dropper.exe. Ensuite, l'administrateur va pouvoir, pareil, dans la console, voir où se trouve le dropper.exe ailleurs dans son parc, et même si les machines sont éteintes, donc tout ça, bien sûr, grâce aux données qui ont été collectées en amont. Et ensuite, il va pouvoir voir l'avis que donne Sophos sur la réputation de ce fichier dropper.exe. Donc ça, c'est grâce à tout un ensemble de données que nous, on collecte, à la fois, je dirais, sur Internet, mais aussi grâce aux remontées de nos différents clients. Et donc, on donne déjà une note. Donc, en gros, est-ce que c'est plutôt plus avec bonne réputation, plutôt sain ou plutôt dangereux, proche d'un malware. Si ça ne suffit pas pour prendre la décision, l'administrateur va pouvoir faire une requête, donc là aussi à travers la console, en un clic, il demande une requête avec le moteur d'intelligence artificielle centrale qui va en fait comparer ce fichier dropper.exe à des fichiers qui sont semblables, que l'on a vu dans des cas similaires, mais aussi des fichiers, des downloaders, puisque le dropper c'est cela, qui sont liés à des produits qui sont sains et qui ont bonne réputation. Et donc là aussi, il va donner un verdict pour savoir de quel côté penche la balance, si c'est plutôt du côté dangereux ou pas. Et à ce moment-là, fort de toutes ces informations, l'administrateur va pouvoir prendre, grâce à ses conseils, la bonne décision. Donc, soit on nettoie ce fichier dropper.exe et on le fait sur toutes les machines, et ensuite on le bloque pour si jamais il se représentait à l'avance, à l'avenir. Et sinon, si c'est quelque chose qui est considéré comme sain, eh bien, on va à ce moment-là dire on laisse passer et on met la raison pour laquelle on laisse passer. Donc, il y a un peu un suivi d'incident, un ticketing qui fait que s'il y a un autre administrateur qui vient, il saura pourquoi telle décision a été prise. Donc voilà, donc le but, c'est de simplifier la vie de l'analyste et de faire qu'il n'ait pas besoin de passer beaucoup de temps chaque jour, parce que c'est effectivement, comme a dit Jérôme, c'est une forme d'hygiène. Il faut que chaque jour, régulièrement, aller voir ce qui est remonté pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache. Donc, le Sophos EDR s'appuie bien sûr sur un véritable écosystème qui est en fait ce qu'on appelle le data lake, la base centrale où sont remontées les différentes informations du client, mais aussi l'équipe des Sophos Labs qui récupère des informations chez d'autres clients. Le moteur d'intelligence artificielle centrale qui, lui, va faire tout un travail de corrélation et d'analyse pour justement faire remonter ce qui est pertinent. Et enfin, le fait que ces informations, aujourd'hui, on récupère des informations des postes, des stations, mais aussi des serveurs. Mais depuis quelques jours, on a mis à disposition une version XDR. Donc XDR, ça veut dire version étendue de l'EDR, pour aussi récupérer des informations du firewall Sophos. Et petit à petit, on va récupérer en fait l'ensemble des informations de l'ensemble des solutions Sophos qui sont dans Sophos Central. D'autre part, il y a des API qui vous permettent de récupérer au fil de l'eau toutes ces informations et de les, par exemple, de les mettre dans un serveur cloud ou dans un serveur en interne. Dans des formats standards, syslog. Du coup, vous pouvez comme ça conserver toutes ces données encore plus longtemps. Alors, donc tout ça, l'EDR nécessite, on l'a bien vu, un certain nombre de points. Et ce que l'on va voir, c'est comment se rendre compte qu'on a besoin d'un EDR. Eh bien, il y a 5 principales raisons d'utiliser l'EDR. Donc, être capable d'avoir une vision claire de l'état de sécurité à tout moment et donc en toute confiance grâce à cette collecte de données et à ces indices. Être capable de détecter des attaques qui ne seraient pas signalées parce que l'anti-malware ne les a pas, c'est passé en dessous de son seuil. Pouvoir répondre rapidement aux incidents grâce en quelques clics, nettoyer et bloquer. Apporter de l'expertise. Donc, au lieu d'être obligé d'aller chercher soi-même sur Internet, de faire de la veille techno, eh bien, vous avez tout le savoir-faire des équipes Sophos qui sont fournies avec en plus le moteur d'intelligence artificielle. Et enfin, très important, comprendre comment une attaque est arrivée pour éviter qu'elle se reproduise. Parce que c'est ce qu'on voit, les répliques d'attaques sont très fréquentes. Alors,
si on regarde maintenant comment ça peut se passer au niveau d'une entreprise, si vous manquez de temps et d'expertise, alors c'est souvent effectivement le leitmotiv aujourd'hui, l'équipe IT n'est pas forcément très étoffée, il faut quand même un peu de compétences, hein, de savoir-faire pour pouvoir, je dirais, se familiariser avec ces recherches d'incidents. Et bien du coup, si on manque donc de temps et d'expertise, et bien vous avez ce qu'on appelle le MDR. Donc MDR, c'est aussi, alors ça ne veut pas dire mort de rire, c'est un terme donc là aussi qui a été créé par les analystes. C'est pour dire, c'est l'EDR mais managé. Hein. C'est donc le Managed Detection and Response. Donc le principe c'est quoi? C'est on a un EDR, on a l'outil, mais en plus on a une équipe, donc un service, des personnes qui vont faire la recherche, la détection et la réponse aux menaces, et ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc grâce à des experts. Donc, si on voit un petit peu, je dirais, reprendre cette analogie donc l'anti-malware qui détecte ce qui est sain, ce qui est malsain de façon automatique avec la zone grise au milieu, eh bien là, le MDR, pardon, il va réaliser, à l'aide de l'EDR, avec de l'outil EDR, il va réaliser, donc si on fait l'animation, il va réaliser le pont entre les deux rives. Donc Ludovic, si tu peux cliquer sur l'animation, s'il te plaît. Voilà. Donc, le principe, c'est quoi? Eh bien, c'est pour vous, faire l'analyse de toute cette zone grise et prendre les bonnes décisions, soit si c'est sain, soit si c'est malicieux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le Managed Threat Response. Hein, donc, c'est notre service de MDR que l'on a appelé Managed Threat Response. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Managed Threat Response? Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Eh bien, en fait, c'est un service donc avec des équipes d'experts, mais bien sûr avec des outils, et notamment de l'intelligence artificielle et des procédures, de façon à pouvoir, je dirais, associer la rapidité de la machine je dirais, au flair de l'expert et à son expérience, de façon à pouvoir faire des enquêtes approfondies sur les alertes et pouvoir faire des actions ciblées pour éliminer les menaces qui sont complexes. Donc, si on peut passer à la suivante. Alors, qu'est-ce que donc le MTR apporte par rapport à l'EDR? Donc l'EDR, je rappelle, c'est un outil qui s'installe, on va dire, sur chaque station, sur chaque serveur, qui va en fait récupérer des informations et les remonter dans la data lake centrale. Tout cela va être corrélé et donc ça va permettre de faire ressortir des indices de compromission. C'est-à-dire en fait ce que j'appellerais des signaux faibles hein, par rapport aux signaux forts qui, eux, sont détectés et nettoyés par l'anti-malware. Les signaux faibles remontent dans l'EDR. Donc, cet EDR utilise de l'intelligence artificielle pour analyser ces différents indices de compromission selon des matrices. Alors, notamment, on en a une, donc c'est la fameuse matrice MITRE attaque. Donc, si vous allez sur Google, sur Internet, vous cherchez MITRE comme une mitre d'évêque et attaque avec un et commercial à la place du deuxième A, vous allez trouver qu'effectivement, c'est une société qui a proposé en fait comment dirais-je, une nomenclature des différentes attaques avec les différents indices qui montrent qu'on est face à une attaque. Donc, si on regarde des signaux et qu'on essaye de les comparer à ces indices de compromission, ben on va pouvoir dire, bah oui, là, on est en train d'entrer dans ce type d'attaque-là, par exemple une attaque brute force, et donc, du coup, on va pouvoir hiérarchiser les signaux qui sont remontés et de façon à dire, attention, ça, c'est prioritaire, il faut le traiter, et ça, c'est moins prioritaire. Et donc, du coup, après, derrière, une fois que l'administrateur va pouvoir regarder ces informations, il va pouvoir prendre une décision et pouvoir, par exemple, bloquer immédiatement un fichier, il va pouvoir bloquer une attaque brute force en coupant la connexion IP, etc. Ça, c'est si vous avez quelqu'un chez vous. Maintenant, si on prend le service MTR, eh bien, le service MTR, il va le faire pour vous. Donc, il va s'appuyer sur l'outil EDR qui est déjà existant. Et par contre, il va avoir derrière donc, des analystes qui vont examiner eux-mêmes les indices de compromission, qui vont du coup traquer les menaces. Donc là, pour le coup, fouiller un peu plus en profondeur pour voir s'il n'y a pas des nouvelles alertes qui seraient intéressantes, tout en s'appuyant bien sûr sur leurs outils, donc notamment de l'intelligence artificielle. Et enfin, les analystes font aussi ce qu'on appelle des analyses proactives, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de regarder les indices qui remontent, mais ils vont aller eux-mêmes faire des requêtes pour voir dans certains domaines, par rapport à des menaces qu'ils connaissent, s'il n'y a pas ces fameux indices. Et enfin, ils vont fournir bien sûr une action
et un rapport sur ces actions qu'ils auront prises. Voilà. Donc, si on passe à la diapo suivante, donc en fait, il y a 3 scénarios de prise en charge. Un scénario automatique, donc ça, le scénario automatique, c'est en gros, les outils ont détecté une attaque ou un comportement suspect, hein, donc là, on va plus loin que l'anti-malware, et on a des outils avec de la détection et de la corrélation qui vont être capables de eux-mêmes prendre la décision et de, du coup, repousser l'attaque et nettoyer. Là aussi, ça fera l'objet, bien sûr, d'un rapport. Ensuite, il y a le scénario d'une piste, c'est-à-dire que l'EDR a remonté des indices de compromission. L'anti-malware ne peut pas prendre de décision parce que c'est trop faible. Et donc, là, comme l'outil, on va dire, est insuffisant, eh bien, c'est l'expert qui prend le relais et qui va, lui, mener l'enquête. Pour vous, il va regarder ces indices, il va les comparer, il va utiliser ses différentes, je dirais, son savoir-faire et ses outils, et il va ensuite déterminer l'action à prendre et il va l'exécuter. Et ensuite, bien sûr, il va faire un rapport pour expliquer ce qui a été fait et aussi le documenter de manière à ce que ça puisse nourrir le premier scénario automatique pour que les prochaines fois, des choses puissent être traitées de façon automatique. Et enfin, il y a le 3e scénario, qui est ce qu'on appelle le scénario sans piste. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun indice qui remonte, mais par contre, l'expert, les experts vont effectuer leurs propres recherches par rapport à des menaces et des indices de compromission qu'ils connaissent. Il va ensuite, quand il trouve ces indices de compromission, faire une analyse plus détaillée et ensuite, bien sûr, il va déterminer l'action et la réaliser. Et là aussi, faire un rapport pour à la fois que vous sachiez ce qui s'est passé, mais aussi, pareil, dans le but de pouvoir ensuite, pareil, nourrir les moteurs d'automatisation. Donc voilà, donc c'est ça l'avantage du service de Managed Detection and Response, c'est qu'en fait, vous avez une équipe qui non seulement travaille avec les bons outils, mais en plus fait pour vous des recherches. Alors après, il y a le cas, donc, entre autres, qu'a décrit Jérôme, c'est, voilà, vous êtes victime d'une attaque, vous n'aviez peut-être pas les solutions Sophos, ou alors elles ont été mal configurées, ou comme ça arrive parfois, malheureusement, c'est qu'ils restent dans un coin. Hein, on l'a vu avec l'attaque Hafnium. Dans un coin, vous avez un pauvre serveur Exchange qui, lui, n'a pas été patché. On pense qu'il n'est pas très important. On est en architecture hybride, mais malheureusement, il y a la faille Hafnium et il s'est fait attaquer. Donc, du coup, là, il faut réagir très rapidement. Et donc, de la même manière que Jérôme, avec sa société Op4 Intelligence, propose de pouvoir intervenir chez vous en mode pompier. Donc, nous aussi, Sophos, on a ça s'appelle Rapid Response. Donc, le but de Rapid Response, donc si on regarde la diapo suivante, eh bien, c'est de pouvoir donc répondre aux incidents à distance. Donc, il y a un numéro d'appel. L'équipe est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un interlocuteur dédié qui va s'occuper de votre cas et qui va faire un déploiement rapide de nos solutions, qui va circonscrire, entre guillemets, l'incendie, qui va récupérer des informations pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, d'autres répliques qui pourraient être dangereuses, et surtout qui va continuer pendant 45 jours à surveiller de façon à ce qu'il y ait des détections de nouvelles attaques, de répliques, hein, parce que bien souvent, on voit que des machines compromises, même des VM qui sont dormantes, quand elles vont être redémarrées, hop, ça va relancer l'attaque. Et ensuite, eh bien, soit vous continuez avec Sophos, avec ce qu'on appelle le service MTR que je vous ai décrit, donc la transition vers le MTR Advanced, ou alors vous pouvez très bien dire merci Sophos, je vais pouvoir, par exemple, moi-même décider de m'occuper d'un EDR ou d'un SOC avec, par exemple, avec différents partenaires. Voilà. Donc, si on conclut sur cette présentation et sur cette journée, en fait, la question à vous poser, c'est, voilà, bien sûr, je dois m'équiper d'une solution anti-malware et de sécurité, pas qu'anti-malware, firewall, bien sûr, qui soit non seulement ce qu'on appelle next-gen avec les dernières technologies, mais en plus bien configurée. Je dois bien sûr la surveiller, je dois bien sûr patcher mes machines, mais maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à la surveillance de ce qui se passe sur mon système d'information? Alors, si vous avez une équipe et que vous voulez le faire vous-même, à ce moment-là, vous allez utiliser ce qu'on appelle un EDR, hein, Endpoint Detection Response. Le terme XDR, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, c'est pour dire qu'il y a l'extension de l'EDR vers le firewall, vers autre chose. Donc, nous, Sophos, on a cette solution donc, qui s'appelle Interceptix Advanced with EDR. Si vous vous sentez pas assez costaud pour le faire ou vous avez une équipe qui est réduite et déjà bien chargée, vous pouvez faire appel à un service de MDR, Managed Detection and Response. Donc, chez Sophos, ça s'appelle MTR, hein, Managed Threat Response, c'est notre marque. Et enfin, si vous êtes victime d'une attaque et qu'il faut bien sûr la circonscrire au plus vite et réagir,
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un incident actif. Et donc là, vous pouvez faire appel, donc soit à la société de Jérôme, donc Op4 Intelligence, ou alors au service rapide response de Sophos. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis donc nous répondrons avec joie à vos questions à travers le chat. Merci Jérôme, merci Gilles pour la qualité de votre intervention et de votre présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez la possibilité de lever la main à travers Zoom et on vous débloquera le micro. Alors, je ne vois pas de main se lever. Donc, c'est que tout a été clair. Super. Ben, écoutez, en tout cas, surtout… Ah. Avec plaisir. Merci pour ces beaux commentaires. Donc, vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez d'autres questions, besoin de planifier donc, des meetings pour qu'on puisse avancer et vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter, donc Expertline sur notre site, donc expertline.com. Et on se fera une joie de planifier et d'avancer sur vos projets d'accompagnement sur tous les sujets cybersécurité. Voilà. Merci Avner. Merci à tous et merci pour votre temps et bon appétit. Merci, au revoir. Merci, au revoir.